Je suis sûr que tu es lassé de m'entendre me répéter sans cesse. Chaque fois que tu abandonnes l'une de tes valeurs pour faire de la place ou pour t'adapter à des personnes qui n'ont soit aucune compréhension de tes valeurs, soit aucun intérêt pour ta civilisation, ton identité, tes lois ou tes normes, tu ne fais plaisir à personne. Tu n'améliores pas ta société. En fait, tu la rends même pire qu'elle ne l'a jamais été. En fait, tu rends ta société pire, parce que à chaque fois que tu fais des compromis sur tes valeurs, tu perds quelque chose et eux gagnent quelque chose. Et qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, cela signifie que ton pays devient de plus en plus semblable à celui des personnes qui ont quitté leur propre pays parce qu'il n'était pas assez bon pour y vivre à l'origine. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Je veux dire, si tu quittes ton pays parce qu'il n'était pas bon et que tu apportes ensuite les mêmes valeurs dans ton pays d'adoption parce qu'il n'a rien à voir avec ton pays d'origine, alors pourquoi le transformes-tu en celui que tu as quitté? Ça n'a tout simplement aucun sens. Qui va le dire à nos politiciens? Pourquoi je te raconte ça? En fait, avant de faire ça, laisse-moi te donner une petite leçon d'histoire sur le Speaker's Corner, d'accord? Parce que le Speaker's Corner est fondamental pour l'identité britannique, ou pour la saveur de la démocratie que nous avons aujourd'hui en Grande-Bretagne. D'accord, voici comment le Speaker's Corner a commencé au XVIIIe siècle. La zone était à l'origine connue sous le nom de Tyburn, où avaient un lieu les exécutions publiques. Les condamnés pouvaient souvent faire un dernier discours avant la pendaison, établissant un lien initial avec la prise de parole en public. Donc, dans les années 1700, c'est ce qui se passait. Au XIXe siècle, Hyde Park accueillait souvent de grandes manifestations politiques sur le droit de vote, les droits des travailleurs et la réforme parlementaire. Cela se passe dans les années 1850 de 1866 à 1877. Des affrontements violents ont éclaté lorsque les autorités ont tenté d'empêcher les manifestations en faveur de la réforme. La pression populaire a poussé le Parlement à reconnaître l'importance de permettre les réunions publiques pacifiques. Regardez ça. Cela s'est produit il y a près de 200 ans, n'est-ce pas? Il y a 200 ans, les Britanniques se sont battus bec et ongles pour obtenir le droit de s'exprimer publiquement. Il y a près de 200 ans, évidemment, cela a façonné la Grande-Bretagne moderne. En 1872, la loi sur la réglementation des parcs royaux et des jardins de 1872 a officiellement désigné le Speaker's Corner comme un lieu où l'on pouvait prendre la parole en public selon certaines règles. C'est généralement considéré comme la naissance officielle du Speaker's Corner. Donc, il y a près de 150 ans, la Grande-Bretagne était plus avancée que les pays d'où viennent les gens aujourd'hui. Il y a près de 150 ans, il n'est pas surprenant que la Grande-Bretagne ait fini par dominer le monde et soit devenue l'une des plus grandes démocraties libérales modernes. Des valeurs qui ont été fondées il y a près de 150 ans sont sacrifiées sur l'autel du multiculturalisme. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Regardez cette femme. Regardez cette courageuse femme britannique qui a été attaquée par un homme musulman et il a menacé de la décapiter à Speaker's Corner d'ailleurs. Cette femme, Posy Parker, s'appelle Kellie G. King. C'est son nom, Kellie G. Il y a près de 150 ans, les ancêtres de Kellie G ont obtenu le droit et ont forcé l'establishment britannique à écouter le peuple. Elle a été menacée d'être décapitée par qui? Vous savez, les suspects habituels, des gens qui crucifient encore des personnes, qui pendent encore des gens à des grues, simplement pour avoir chanté en public, simplement pour avoir osé s'exprimer contre leur gouvernement. Vous savez ce que font les talibans. Donc ces gens-là, littéralement, ces gens-là ont littéralement 200 ans de retard. Et l'establishment britannique, ainsi que tout l'establishment occidental, pense que ces gens nous enrichissent quand nous les faisons venir dans nos pays. Salud. Bonjour. Oui. Ce gars là-bas vient de me dire qu'il va me trancher la gorge. Il arrive, il arrive. C'est le gars d'ici avec son visage. Il porte un t-shirt blanc, un t-shirt gris et blanc. Ce gars-là, regarde ça, regarde l'audace de ces gens. Non, ce n'est même pas de l'audace. Ils ont été enhardis par nos politiciens lâches et serviles envers les islamistes. Il ne comprend pas ce qu'il a fait de mal. Il ne peut pas comprendre. Chaque migrant qui arrive devrait comprendre qu'il a laissé derrière lui son pays merdique du tiers-monde. Tu ne peux peut-être pas t'exprimer librement dans ton pays de merde, mais en Occident, nous avons le droit de dire ce qu'on pense. Nous avons le droit de critiquer et de nous moquer des religions.
Nous avons même le droit de critiquer et de nous moquer de notre propre religion, c'est-à-dire le christianisme. Mais à cause de nos politiciens sans colonne vertébrale, ils nous ont assuré qu'ils leur lèchent pas les bottes depuis si longtemps qu'ils croient vraiment que personne ne peut critiquer leur chef de guerre du 7e siècle. Nul ne peut critiquer leur religion pathétique. C'est vraiment ce qu'ils croient. La discussion devient plus intéressante. Regarde-le. Il n'a aucune peur. C'est pour ça que je dis qu'on doit leur faire peur. Ils doivent craindre la civilisation occidentale. Ils doivent craindre les lois occidentales. Regardez-le. Cette dame insulte mon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de tous les noms. Il parle même avec un accent britannique. Mon Dieu. Vous voyez ça, les gars ? Ces gens-là, même s'ils sont nés et ont grandi en Angleterre, ils ne comprennent toujours pas que votre prophète pédophile peut être ridiculisé, peut être moqué. En fait, c'est ce comportement qui a fait de leur prophète la personne la plus insultée de l'histoire. Vous savez, ils aiment vous dire que c'est lui, c'est la personne numéro 1 de l'histoire. Cet auteur du livre sur les 100 personnes les plus influentes est perçu comme une autorité. Il a mis Muhammad premier et Jésus quatrième, et il s'appuie toujours là-dessus. Mais en réalité, Muhammad est la personne la plus moquée et la plus maltraitée de l'histoire. Il est bien plus critiqué et attaqué qu'Adolf Hitler. Adolf Hitler est critiqué et attaqué sur le plan historique et politique, mais Muhammad est maltraité et moqué à cause de ces gens. Et regarde, il est vraiment venu ici vers ce policier en pensant qu'il a raison, et il va même avouer ce qu'il vient de faire. Qui les a encouragés à ce point, les gars ? Qui ? C'est notre establishment, nos politiciens pathétiques, traîtres et perfides qui ont fait ça. C'est eux qui l'ont fait. Quand David Ames a été assassiné par un islamiste, il n'avait même pas critiqué l'islam. Je crois qu'il a seulement dit cela. Il a dit quelque chose à propos du blasphème, que le blasphème devrait être autorisé ou quelque chose comme ça. Très modéré. Il ne l'a pas fait. Il a été tué par un islamiste, un député en fonction a été tué. C'était le moment où l'establishment britannique aurait dû avoir du courage et dire « Eh, si vous faites ça, non seulement on va vous mettre en prison, mais toute personne qui vous soutient, on va lui retirer sa citoyenneté et on va vous expulser vers vos déserts. » C'est ce qu'ils auraient dû faire. Ils ne l'ont pas fait. Et regardez ça, voilà à quel point ils sont enhardis. Il est illégal pour eux d'être ici. Cette dame insulte mon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de divers mots. Ne dites jamais ce mot. Leur présence ici est illégale. Ce n'est pas illégal. Je ne sais pas ce que c'est. Regarde ça, regarde ça. D.I. Imagine si elle était seule. Et je vais te l'apporter. Regarde ça, regarde cette prochaine vidéo, je l'ai filmée. Non. Je l'ai entendu. Les gars, si on le met juste d'un côté, non, si on s'éloigne un peu de lui, aussi. Ma propre croyance. Ouais, un ami. Une amie à moi. Et tu continues à filmer ça. C'est une amie. Il est juste venu et il a dit « Tu vas continuer à dire des conneries sur l'islam ? Je vais t'égorger. » Je pense que c'est une menace bien réelle. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu n'y es pas. Regarde. Très près du bar. Donc j'aimerais bien... Teuil. Size. Cela m'a causé de l'inquiétude et de la détresse, et j'aimerais appuyer sur le bouton pour pouvoir rejoindre Bill Gold. D'accord. On peut entendre sa menace dans cette vidéo. Voyons cela. Où était-il? Ce jour fatidique, où était-il? Oui. Oui, d'accord. Je vais le faire. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Non, sors d'ici. Où est la police? Tu viens de dire qu'il allait m'égorger. Police, où sont-ils? Est-ce qu'on en a? Encore une fois, c'est le coin des orateurs, les gars. Il y a près de 200 ans, les Britanniques se sont sacrifiés pour obtenir le droit de s'exprimer librement en public. Et puis, ce même gouvernement britannique, 200 ans plus tard, a importé ces barbares qui menacent ouvertement. Donc vous pourriez penser, d'accord, Harris Sultan, d'accord, il pourrait juste menacer. Il pourrait simplement être énervé. Vous savez, on ne devrait pas le prendre au sérieux. Vraiment ? Rappelez-vous simplement la semaine dernière quand le monde entier pleurait à propos de cet incident à Édimbourg, où une personne écossaise aurait, soi-disant sans les tuer, poignardé 5 musulmans. Apparemment parce que, vous savez, il y a beaucoup de... Je sais,
Il y a beaucoup de théories du complot, mais plus on creuse, plus ça devient trouble. Certains affirment que 2 victimes étaient musulmanes et 3 non-musulmanes choisies au hasard. Était-ce lié à l'islam? On ne sait pas. Restons-en à la version officielle. Quand une personne blanche déséquilibrée s'est mise à poignarder au hasard des musulmans ordinaires lors d'une attaque haineuse et que le monde entier s'est indigné à ce sujet. Les musulmans ont pleuré pendant des jours. Moins de 24 heures après, cela s'est produit et personne n'en a entendu parler. Je ne vous montrerai pas la vidéo. Ceci s'est produit. Ici, un prédicateur chrétien, c'est aussi à Speaker's Corner, a été brutalement poignardé par un islamiste. Moins de 24 heures plus tard, personne n'en a parlé. Et bien sûr, regardez ça. Près de plus d'un demi-million de vues, cette femme, cette islamiste musulmane britannique au rouge à lèvres à Londres, pleurait à propos de cela. L'incident de l'agression au couteau à Édimbourg. Pas un mot à ce sujet. C'est devenu beaucoup trop courant. Vous vous souvenez de ce type ? C'était le meneur qui a forcé l'enseignant de l'école de Batley à se cacher. Qu'a-t-il dit ? Son crime ? Il enseignait à ses élèves ce qu'est Speaker's Corner, la liberté d'expression. Et ce djihadiste a excité les musulmans locaux à manifester de façon très agressive devant Batley Grammar School. Et l'enseignant est toujours caché parce qu'il sait, à juste titre, il sait ce qui lui arriverait. Ces barbus, les gars, ces barbus dirigent les pays occidentaux, surtout le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est une cause perdue. Et bien sûr, qui peut oublier Hatun Tash ? Qui peut oublier Hatun Tash, une ancienne musulmane devenue chrétienne, poignardée à Speaker's Corner ? Par qui a-t-elle été poignardée ? Oui, vous savez, des islamistes typiques, Edward Little. C'était en fait un converti blanc à l'islam. Donc même les convertis, vous savez, dès qu'ils sont infectés par le virus de l'islam, ils commencent à faire des choses islamistes. Ma question est, pourquoi permettons-nous cela ? C'est comparable à de la trahison, les gars. Comme je l'ai dit, ces islamistes, ces djihadistes doivent craindre les lois occidentales. Nous, les Occidentaux, que vous soyez en Amérique, au Canada, en Grande-Bretagne ou en Australie, n'avons pas à nous excuser. L'ère de la tolérance est finie. L'ère de l'intolérance est sur le point de commencer. Pourquoi devrions-nous la tolérer ? Pourquoi devrions-nous tolérer leur intolérance ? Pourquoi devrions-nous tolérer leur comportement primitif, barbare, d'hommes des cavernes ? Pourquoi ? Karl Popper l'a dit il y a près de 50 ou 70 ans. La tolérance envers l'intolérance n'est pas une vertu, mais ces étiquettes nous ont été présentées et nous sommes tombés dans le piège. Nous sommes une société tolérante. Que veux-tu dire ? Qu'est-ce que cela signifie ? En quoi la tolérance nous sert-elle ou en quoi la tolérance rend-elle notre société meilleure ? Cela nous fait reculer de 200 ans. Il faut remonter jusqu'aux années 1820 ou 1830 pour retrouver ce genre de violence à Speaker's Corner. Laissez-moi vous faire écouter ceci. Regardez dans l'ensemble, toute la société s'effondre. Pourquoi sont-ils aussi agressifs ? Regardez ça. Dégage. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ? Comment ces gens sont-ils devenus si effrontés ? Quand j'étais immigré, enfin je le suis toujours techniquement, d'une certaine façon. Je montais dans un train. J'adoptais les manières des gens autour de moi. Je me souviens de ces jours-là. Je ne sais pas comment sont les trains de Melbourne aujourd'hui, mais à l'époque, les iPods venaient d'apparaître. Les autres lisaient leurs livres ou avaient leur iPod. Personne ne parlait à personne. Personne ne parlait fort au téléphone. C'est à ce moment-là que 97% des gens dans le train étaient australiens. Heure de pointe, trafic de pointe, les trains étaient bondés. Nous sommes presque épaule contre épaule, mais personne ne touche personne. Donc j'apprends cela. J'adopte ces manières. Je sais qu'au Pakistan, oui, si un train était bondé, que tu sois un garçon ou une fille, tu vas te faire tripoter. Je prends cela à la légère, mais j'explique seulement les différences. En tant que jeune homme arrivé dans un pays étranger, j'ai vraiment eu l'impression d'être au paradis. Telle était la différence entre Lahore et le Pakistan et Melbourne et l'Australie. Donc j'apprenais cela. Je ne comprends tout simplement pas comment ces gens, ils viennent, je suppose qu'ils venaient de quelque part, en Afrique. Ça venait d'Afrique, ces gens venaient d'Afrique, et ils avaient cette force en eux pour une raison quelconque. Ils pensaient qu'il était parfaitement raisonnable pour eux de crier, de hurler et de faire une scène. Je n'aurais jamais pu faire ça, ta maman arrive. Si j'étais un peut-être, c'est parce que j'ai toujours eu peur d'avoir un casier judiciaire. Je ne voulais pas me battre avec qui que ce soit.
Je voulais faire partie de la société australienne. Je voulais devenir citoyen australien. Donc je ne voulais pas avoir de casier judiciaire. Donc j'évitais tout. Pourquoi ces gens n'ont-ils pas peur de ça? Pourquoi n'ont-ils pas peur de ça? Vous savez pourquoi ils n'ont pas peur de ça? C'est parce que nos politiciens frappent leur propre peuple avec le bâton du multiculturalisme. Ils leur ont dit que vous êtes tout en bas de leur liste de priorités. Ces gens voient dit ça et deviennent encore plus effrontés, d'où leur audace. C'est pour ça que ce type est si effronté. S'il pensait que si je fais quelque chose comme ce qu'il a fait, je ne sais pas si j'ai vraiment la vidéo du manifestant qui était très agressif. Si ces gens avaient en peur, si ces gens pensaient mondialement que s'ils faisaient en quelque chose comme ça, s'ils tentaient en un coup pareil, leur visa serait en annulé et ils seraient en expulsés vers leur pays de merde du tiers-monde. Ils ne feraient pas ça. Ils oublieraient même à quel point ils aiment leur prophète parce qu'au final, ils sont heureux. Je suis prêt à parier ma vie là-dessus. Ils sacrifieraient leur prophète sans hésiter si cela signifie qu'ils peuvent vivre dans un pays occidental. Ils peuvent profiter de ces allocations sociales gratuites, de ces logements sociaux gratuits. Leurs enfants peuvent aller dans leur madrasa aux frais des contribuables britanniques. Ils sacrifieraient leur prophète sans hésiter. Et c'est là que nous devons aller. C'est là que nous devons aller. Nous devons leur rappeler qui est le patron, quelles valeurs vont gouverner nos sociétés. Ce ne sont pas les valeurs islamiques. Cet homme que je vous ai montré plus tôt, qui a menacé de décapiter Kelly, il doit craindre la Grande-Bretagne et les Britanniques. Et à mon avis, ce jour est plus proche que vous ne le pensez. Regardez ça, regardez ça. D'accord. Comme vous le savez, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années. Il se passe beaucoup de choses. Tout le monde est préoccupé. Nous avons été et un vrai enfant. Mais heureusement pour nous, Il s'est passé beaucoup de choses. tout ce que nous faisons. Tu prends la mauvaise direction. Où cela va-t-il fonctionner ici? Nous allons faire de cet ennemi la meilleure garantie, comme dans les années 50 et même au XIVe siècle. Ou même avant cela, regarde ce que leurs ancêtres ont fait au XVIIIe et au XIXe siècle. Les grandes manifestations politiques y sont devenues courantes à Hyde Park, notamment autour du droit de vote, des droits des travailleurs et de la réforme parlementaire. Et puis le gouvernement britannique a cédé en 1872 et ils ont adopté la loi sur la réglementation des parcs royaux et des jardins en 1872. Batte-toi tant que tu le peux encore. Batte-toi tant que l'équilibre démographique joue encore en ta faveur. Je pense que la Grande-Bretagne compte encore 72% de Britanniques blancs, de souche blancs, Britanniques de souche, 72%. Ce chiffre, cette part de la population va diminuer drastiquement en une génération. D'ici 10 ans, ce chiffre va tomber à 60%. Et je pense que d'ici 2056, les Britanniques blancs seront devenus une minorité. Ils seront réduits à environ 40% d'ici 2056. Ça fait quoi 30 ans? Dans seulement 30 ans. Ça ne veut pas dire que vous avez encore jusqu'en 2056 ou 2050. Non, chaque année que vous perdez, ils deviennent plus puissants. Chaque année que vous perdez, chaque décennie que vous perdez, ils deviennent plus puissants. Et il faut se rappeler que, oui, vous êtes peut-être 70%, mais 20% d'entre eux sont des woks. Vous êtes déjà une minorité. Vous pourriez même n'avoir que 50. Vous pourriez seulement réussir à convaincre 50% de votre population blanche de se lever contre cette islamisation ou contre cet abandon de votre pays et de votre culture. Je ne sais pas si je pourrais diffuser cette vidéo à cause de la musique de fond. Là où les hommes britanniques et anglais se sont réunis et ont tenu bon, le combat va jusqu'au bout. L'ère numérique s'achève. La France ne nous aide pas. Elle nous met simplement en première ligne sans qu'on ait à accomplir quoi que ce soit. Sean, puis-je prendre la différence? Dans cette vidéo, vous verrez un site web. La haine et le trou noir ne vous affectent pas. C'est très simple. Lorsque vous cliquez dessus, il vous sera demandé de vous joindre à nous. Vous cliquez, nous mettons votre nom, d'où vous venez et vos coordonnées. Il y a un petit point, il y a une flèche pour le numéro de téléphone. Vous devez appuyer dessus et sélectionner le pays d'où vous venez. D'où venez-vous? L'Angleterre, évidemment. Les gens se trompent encore là-dessus, alors assurez-vous de bien choisir.
Nous avons une armée patriotique britannique composée de milliers et de milliers de grands hommes britanniques. Aucun ne proteste. C'est fait. Nous descendons dans la rue et voulons faire une différence. Mais nous en faisons partie. Et laissez-moi vous dire une chose tout de suite. Je ne sais pas ce que vous lisez. Je ne suis pas sûr que nous nous engageons là-dedans. Je ne cherche pas à fuir. Maintenant, vous le ferez. Je suis là. Pour le voyage. Pour ressentir quelque chose. Très rapidement, une fois que c'est fait. Je parle de mettre 50 bateaux dans la Manche. Je parle de prendre totalement le contrôle de Douvres. Je parle de prendre le contrôle de n'importe quelle ville au Royaume-Uni. Je parle de riposter plus fort que jamais auparavant. Pourquoi nous sommes-nous désengagés? À Belfast m'a donné l'inspiration de réaliser que lorsque tout le monde participe à ce comité, le changement est possible. Et c'est exactement ce qui va se passer. Inscrivez-vous et retrouvons-nous vite. Allez. Écoutez, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par je veux, ils veulent faire une différence. Ils veulent 50 bateaux dans la Manche. Ils veulent prendre le contrôle de Douvres. De quelle inspiration proviennent les émeutes de Belfast? Franchement, je ne sais pas. Ces gars-là n'ont même pas caché leur visage. J'ignore si leurs propos sont légaux ou non. Si c'est illégal, ils seraient un temps facilement réprimés. Mais rassurez-vous, inutile de le préciser, des choses comme ça deviendront de plus en plus courantes. Oui, s'ils font quelque chose d'illégal, le gouvernement va évidemment sévir et fermer leur réseau. Mais que se passera-t-il ensuite? Ils apprendront aussi. Ils vont passer dans la clandestinité. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Tu ouvres un autre front, juste pour pouvoir inonder le Royaume-Uni avec ces barbares du tiers-monde qui détestent tout ce qui est britannique. Mais où sont tes priorités? Donc, je ne sais pas. J'ai toujours dit que le Royaume-Uni allait être l'État de première ligne dans la guerre de l'Occident contre le tiers-mondisme.